Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la Maison du développement durable. Merci de votre patience avec notre horaire chargé du jour. Bonjour aux gens qui sont en ligne et aussi ceux en ligne sur Zoom et sur les réseaux sociaux, parce qu'on diffuse en direct sur YouTube, LinkedIn, Twitter et Facebook. Donc, merci d'être avec nous pour notre super programmation pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. On a un après-midi avec des contenus super intéressants et pertinents. Puis on a plusieurs kiosques avec les organisations aussi qui sont là pour échanger avec vous. Alors, on se lance dans notre première conférence de l'après-midi. On a un super beau panneau pour parler de l'équité, diversité et inclusion, la vraie EDI. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Lucie qui va animer notre panneau. Puis, dans le fond, Lucie, tu vas présenter nos invités. Donc, je ne prends pas plus de temps. Juste rapidement, remercier évidemment notre partenaire Hydro-Québec, qui est partenaire principal de notre programmation, sans qui on ne pourrait pas faire une journée comme aujourd'hui. Et également remercier nos collaborateurs de la journée, UQAM, PME Montréal et, voyons, j'ai un blanc de mémoire, c'est ça, et Emploi Québec. Donc, merci à tous. Bonne conférence. Merci. Là, je réalise que je n'ai pas testé mon micro et s'il fonctionne du premier coup, c'est parfait. On est vraiment entre pros ici. Merci. Alors, peut-être quelques mots sur moi avant qu'on commence en commençant le panel, en fait, au niveau de la diversité. À certains moments, je me suis dit, oh my God, moi, je veux bien aider Marie-Ève qui organise cette belle journée de foire de l'emploi-là. Et je me suis dit, moi, est-ce que je suis une personne assez issue de la diversité? Fait que je me suis un peu questionnée avant d'arriver devant vous pour faciliter les questions à nos panélistes qui, eux, ont vraiment cette action-là de favoriser l'inclusion, la diversité et l'équité à longueur de journée. Alors, moi, je me présente vraiment comme une professionnelle des ressources humaines. C'est vrai que je suis une femme et puis que j'ai eu l'occasion de travailler dans les garages à la STM, entre autres, dans un milieu où il y avait vraiment des hommes. Et puis, c'est vrai aussi que je suis une personne dans la neurodiversité. Alors, on appelle ça la différence invisible. Donc, on ne la voit pas, mais je l'ai. Et c'est en portant mes différences et en sachant vos différences, en sachant pas vos différences, en fait. Puis, il y a des différences qui sont visibles et des différences qui sont invisibles. Alors, c'est comme c'est avec cette posture-là que je m'amène avec le superbe panel aujourd'hui pour discuter avec vous des exemples de vraie inclusion, diversité, équité. Donc, sans plus tarder, en fait, au lieu de présenter mes invités qui sont ici, je vais les laisser eux-mêmes prendre la parole de façon intentionnelle afin qu'eux-mêmes parlent d'eux, de leur identité, etc. Donc, à vous la parole. On commence avec Blandine. Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis Blandine Emilien, je suis professeure en gestion des ressources humaines à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Je suis très contente parce que j'ai Valérie Parent qui est mon étudiante. On travaille beaucoup ensemble, qui est devant moi, donc ça me fait très plaisir de l'avoir ici. Cela fait 8 ans que je suis à Montréal. J'ai fait mes études en France et en Angleterre. Je le mentionne parce que ça fait partie aussi de ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Je retiens beaucoup ce que dit l'autrice Sarah Ahmed, où on devient un peu des extensions de nos corps à un moment donné. Donc moi, quand j'ai commencé mes études, je ne pensais pas parler EDI à un moment donné de ma vie, ni en tant que chercheuse, ni en tant que militante, et ni en tant qu'individu. Mais je me rends compte que je l'ai toujours porté. Je suis née à l'île Maurice et j'ai quitté mon pays quand j'avais 20 ans. Je suis allée étudier à l'étranger pour m'intéresser aux autres cultures. Donc, c'était des civilisations à la fois anglophones, anglo-saxonnes ou hispanophones. Et ensuite, j'ai continué par des études en management pour m'intéresser aux travailleurs moins privilégiés, dans bien des sens, mais j'étais toujours dans le déni de leurs identités. Mais je m'intéressais plutôt à leur classe sociale et aux exploitations qui pouvaient s'opérer dans des structures organisationnelles et qui faisaient qu'ils étaient systémiquement défavorisés. L'EDI est venu à moi plutôt que moi vers l'EDI. J'ai vécu dans le déni de l'EDI pendant longtemps. J'étais une professeure en gestion des ressources humaines, critique certes, mais RH.
Et jusqu'à ce que des étudiants commencent à m'interpeller en me disant « Comment est-ce que vous avez fait pour arriver ici, à l'UQAM? Comment ça se fait que vous soyez prof à l'UQAM ?» Je fais comme ben, « J'ai bossé, j'ai fait mes études. » Et puis « Non, 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 mais vous, là, par rapport à qui vous êtes, comment ça se fait que vous soyez à l'UQAM ?» Et la question était lourde de sens parce que c'était des étudiants racisés ou c'était des étudiants avec d'autres formes qui faisaient qu'ils ne se sentaient pas inclus. J'aime pas trop le terme issus de la diversité parce qu'on est tous la diversité, si je peux me permettre. Ah oui, oui. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à l'EDI, donc en début de carrière en tant que prof. Et donc j'encadre beaucoup de projets dirigés qui se passent dans des organisations, que ce soit privées ou à but non lucratif, petites et grandes entreprises, où mes étudiants travaillent sur le sujet, mais en lien avec des questions spécifiques. Valérie, par exemple, travaille avec l'abus de substances des pharmaciens et comment certaines formes d'exclusion ou d'inclusion viennent influencer cette consommation chez des pharmaciens. J'ai d'autres étudiants qui se sont assis en écrivant des politiques d'EDI avec des entreprises, que ce soit en Europe comme en Amérique du Nord. Et même moi, je suis souvent en résidence dans certaines organisations pour travailler avec eux et cheminer avec eux. Et je vais en parler davantage. Oui, j'ai hâte qu'on parle de ça. Merci. Merci, Blandine. Puis je veux juste mentionner que j'ai complété des études à l'Université Concordia au niveau du développement organisationnel il y a quelques années. Et j'ai eu une professeure qui faisait partie de la communauté noire et elle a dit « Je parie que je suis la première prof noire que vous avez à l'université. » J'ai fait « Ben oui. » Et puis moi, c'est quand même le 3e diplôme que je faisais à l'UQAM, McGill, Concordia. C'était la fin de ma maîtrise. Donc, effectivement, on n'en parle pas, on ne le remarque pas, mais c'est là. Donc, contente de vous avoir, Blandine, de toute façon. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Marc Bellé, je suis conseiller en EDI, dans le fond, à Hydro-Québec depuis maintenant 3 ans. Je n'étais pas voué à venir travailler en inclusion non plus. L'inclusion est venue à moi. J'ai fait des études à l'UQAM en sciences de la gestion, en urbanisme, et j'ai fait un DESS en éco-conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, mon objectif de vie professionnelle était de travailler en développement durable dans une ville. Mais j'étais à peu près 10 ans en avance, donc il n'y avait pas de travail. Je suis devenu consultant et j'ai développé une boîte de services conseils Tactétique qui était basée à Montréal et à Québec jusqu'en 2015. Et c'est là que j'ai joint la Commission de la construction du Québec pour chapeauter le développement durable, mais aussi joindre l'équipe Équité, Diversité et Inclusion. Ce qui m'a amené à me développer tant comme humain que professionnellement en travaillant à la mise en œuvre du plan d'action à l'égard aux personnes handicapées, ainsi qu'à l'intégration des communautés ethnoculturelles dans l'industrie de la construction et travailler sur le dossier des femmes également, dans le mouvement MeToo, dans des changements sociaux hyper importants pour finalement poursuivre ma carrière à Hydro-Québec. Alors, c'est ce qui fait le tour pas mal pour ma présentation. Alors, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Parfait. Écoute, j'ai entendu quelque chose, puis j'aimerais rebondir là-dessus maintenant, si c'est correct. Vous avez dit, là, on se dit-tu vous ou on se disait-tu? On se tutoie. OK, on se tutoie. Je faisais mon petit côté Radio-Canada, là, mais on va se tutoyer parce qu'on a dit qu'on se tutoyait. Merci. Puis juste de dire aussi qu'on est ensemble là-dedans, on est tous en train d'apprendre, donc on s'ajuste, voilà. Tu disais qu'il y a comme un cheminement qui a été fait pour pouvoir, un cheminement personnel qui a été fait, ou toi, ou un cheminement de carrière qui t'a amené là? C'est pas tant, c'est le fait de prendre conscience de plein de choses, prendre conscience de ses privilèges, de voir le traitement que les femmes subissaient dans l'industrie de la construction. Donc, ça change ta perspective par rapport à ta relation avec les femmes.
tu es beaucoup plus vigilant, tu portes attention. Même chose avec les personnes en situation de handicap. Et j'ai aussi 2 enfants, dont un avec des besoins particuliers, et les 2 sont adoptés. Donc, un enfant congolais et un enfant haïtien. Donc, le regard de l'autre sur la différence dans le métro ou les commentaires qu'on peut recevoir ou les gens qui nous regardent en se demandant mais qu'est-ce qu'ils font, ces personnes-là, blanches avec 2 enfants noirs? C'est un peu tout ça qui a fait en sorte que, à travers mes valeurs, je me suis retrouvé à travailler finalement beaucoup plus dans le pôle social du développement durable. Donc, c'est ce qui est intéressant de voir que malgré des études en développement durable, on peut finalement trouver sa niche. Peut-être qu'on le voit comme une spécialité, mais ça demeure tout de même une démarche globale dans les organisations, là. Super. Puis d'ailleurs, moi, je souscris à ça. Les ressources humaines durables, c'est vraiment l'approche que j'ai par rapport aux organisations. Puis je pense que dans les ressources humaines durables, l'EDI, c'est super important pour pouvoir garder notre monde parce que quand on exclut, bien, on exclut des parts de tout le monde. On n'a pas le bénéfice complet de ce que les humains peuvent nous apporter dans les organisations. Donc, ceci étant dit, merci pour cette belle introduction un peu plus étendue. Je vais aussi m'assurer au niveau du temps qu'on avait prévu. Est-ce qu'il faut arrêter absolument? Donc, on était de midi à 12h45. On est peut-être... C'est ça notre horaire encore? Parfait. Donc, plongeons tout de suite dans les bons coups, les belles choses, les belles réalisations d'un vrai... Donc, d'un vrai EDI, donc équité, diversité, inclusion. Blandine, tu nous as raconté des choses, je veux que tu les racontes ici à la gang qui est là. Oui, c'est assez drôle parce que quand j'ai commencé mes études, je voulais prendre un sac à dos et partir. Et ben, je l'ai fait sur peut-être une vingtaine d'années. Et j'ai vu pas mal de choses un peu partout dans le monde, mais aussi ici au Québec. Et je vais peut-être prendre 2 exemples pour commencer. Un premier exemple dans l'industrie aérospatiale, où je me suis retrouvée avec une DRH d'une entreprise en aéro très connue, donc pour ne pas la nommer, une entreprise française qui a aussi des filiales un peu partout, et bien sûr pas reconnaissable du tout, et qui avait du mal à recruter au Mexique, à Querétaro, où j'ai fait quand même du terrain pendant une bonne longue année en 2016. Et elle n'arrêtait pas de se plaindre. À chaque fois que j'y allais, je voyageais beaucoup à cette époque, je passais beaucoup de temps à Querétaro. Elle se plaignait de ne pas arriver à atteindre donc, un certain public pour recruter des machinistes ou des opérateurs en usine. Et elle n'arrêtait pas de dire qu'il y avait un problème culturel, il y avait un clash, il y avait une incompréhension en matière de dotation, dans son jargon RH. C'est sûr que les machinistes, ils habitent en région, eux, ils veulent du boulot, éventuellement dans la grande ville de Querétaro. Et elle a commencé à se renseigner dans le quartier et dans l'endroit où elle était, donc à Querétaro, un petit peu en dehors. Comment faire pour atteindre le bassin? Donc, comment aller vers le bassin, puisque le bassin ne vient pas à nous? Attends, mais là, tu parles de bassin, moi, je te suis pas. De quoi tu parles? Je parle de bassin de main-d'œuvre. Donc, des humains prêts à travailler. Prêts à travailler. OK, merci. Donc, une main-d'œuvre prête à travailler, pas forcément qualifiée. Ta question est super bonne parce que ça met aussi le contexte. Pas forcément qualifiée, mais les entreprises, telles que notre Bombardier d'ici, quand elles vont dans des pays comme ça, elles forment aussi. Donc, la main-d'œuvre, elles montent des écoles qui ressemblent au Cégep Édouard-Montpetit, etc. Et c'est ce qui se voit, par exemple, à Querétaro, au Mexique. Mais donc, elles prendraient le maximum de personnes possible. Sauf que cette main-d'œuvre, ce bassin, ne vient pas vers les entreprises. Et donc, l'ARH, elle a commencé à faire quelque chose qu'elle ne considérait pas comme ayant été une pratique RH, c'est qu'elle allait socialiser avec les gens dans le quartier. Donc, elle allait se faire connaître, elle parlait, elle faisait du réseautage. Et on lui a dit, essaye ça. Prends un camion ou un 4x4, monte dessus, prends un porte-voix, va près des fermes, en campagne, et fais ton annonce comme ceux qui vendent les coussins. Parce que si vous connaissez bien le Mexique,
vous allez être réveillé par des gens qui passent, qui vendent des coussins, qui vont dire « c'est compra colchones », des choses comme ça. Et effectivement, elle a fait la même chose. Et elle a rempli son usine en réussissant à obtenir des noms et des numéros de téléphone, pas des courriels. Et donc, c'est elle qui s'est adaptée à la population qui ne venait pas vers elle pour avoir du boulot. Donc, ce n'est pas que le boulot n'existait pas, c'est qu'on n'avait pas de communication entre deux cultures qui ne se connaissaient pas et qui ne se reconnaissaient pas dans les pratiques. Est-ce qu'on peut s'entendre? Cool. C'est super génial. Est-ce qu'on peut s'entendre que cette DRH-là, elle est sortie de sa zone de confort? Parce que, tu sais, je me vois grimper sur le camion puis y aller. Donc, on sort du cadre, un cadre habituel où on a l'habitude où on affiche quelque chose d'écrit. Donc, et on est attaché à l'écriture, on est attaché à que l'autre personne lise. Est-ce que c'est nécessaire pour les machinistes de lire et d'écrire? Pas nécessairement. Pas du tout. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant. Puis à ce moment-là, mais il faut y aller, grimper, puis parler, puis accepter de ne pas recevoir de courriel. Donc, par exemple, si je donne un exemple de moi, j'ai travaillé chez Théo Taxi, donc on recrutait des chauffeurs de taxi qui étaient à leur compte pour qu'ils puissent joindre un projet d'électrification des transports par taxi. Bien, ces gens-là, d'après l'application, de la façon dont les horaires étaient distribués, ils étaient envoyés par courriel. Donc, nous, on avait besoin que les gens sachent lire puis reçoivent un courriel. Mais dans ce cas-ci, non. Donc, bravo. Super exemple. On attend le deuxième, Blandine. Le deuxième, il est ici, au Québec, où Valérie travaille avec moi avec cette organisation à but non lucratif qui s'avère être une centrale syndicale qui a aussi des problèmes EDI. Et je le mentionne parce que, justement, on pense parfois que certaines de ces organisations peuvent être à l'avant-garde de ces pratiques puisque leur mission est fondée sur la justice sociale. Et toutes ces organisations ont autant de problèmes qu'entreprises privées, ont aussi des départements ORH, ont des départements, des syndicats parfois. On a des centrales qui ont des syndicats dans un syndicat et qui militent tout autant contre leurs employeurs, des syndicalistes. Donc c'est très, très intéressant. Imaginez, pour moi, c'est comme des poupées russes, là. Imaginez décortiquer tout ça en gestion des ressources humaines. Et avec Valérie, on s'est retrouvés à avoir un appel d'une centrale syndicale qui a fait un contrat psychologique et social, mais aussi conventionnel avec son syndicat pour élaborer une politique EDI axée sur la diversité ethnoculturelle. Donc, pour attirer plus de personnes racisées, d'origines diverses, étrangères ou non, peut-être nées au Québec ou de deuxième ou de troisième génération. Et ils nous appellent, ils nous disent est-ce que vous avez 2 mois peut-être ou un été pour faire ce travail? Moi, j'ai fait si vous me voulez pour un été, vous oubliez ça, vous faites votre travail par vous-même ou vous payez un consultant. Parce que nous on ne va pas prendre 2 mois pour vous ramener 2-3 personnes qui viennent d'un peu partout. Là, on a décidé de rentrer un petit peu dans leurs affaires. Donc, j'ai commencé à poser des questions et je me suis dit, mais comment ça se fait? Est-ce que vous recevez des candidatures? Oui, là, on a 300 CV qu'on s'apprête à détruire. On a retenu personne. OK, 300 CV. Je dis, gardez ça, mettez ça dans une boîte. En plus, c'est papier, encore. Est-ce que vous avez fait un sondage pour demander aux personnes si ils se sentent bien accueillis quand ils arrivent, s'il y a des pistes d'amélioration? On n'a pas le temps, on est dans le jus, c'est une vocation. Si tu penses qu'on a le temps, on a besoin d'être sur le terrain. Eh bien, avec une équipe, Valérie fait partie de cette équipe aussi, on s'assoit avec eux depuis un certain temps et on fait les choses qu'ils n'ont pas le temps de faire. Donc, on regarde par exemple des piles de CV qui n'ont pas été retenues. Donc, nous, on les décortique. Et eux, ils trouvaient ça bizarre. Ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'ils s'abstiennent? On les a pas pris, on les a rejetés. Et justement, hier, on en faisait un peu. On avait réalisé qu'il y a des CV où on ne comprenait pas pourquoi les personnes n'avaient pas été prises. Oui. Il y aurait pu peut-être avoir une formation, une ressource de plus à rajouter dans leur processus de dotation et de formation et de développement de compétences pour que ce CV soit valable, tel ou tel CV soit valable. Sauf que si l'approche n'est pas prise systémiquement, on se dit, OK, le problème, ce n'est pas le DI, mais le problème, c'est tout le reste, toute la bureaucratie qui est autour, qui nous empêche de rajouter une formation de plus pour mettre quelqu'un à niveau, ou qui nous permet d'être un petit peu plus flexible.
peut-être par rapport à un candidat qui n'a pas exactement les compétences qu'on avait sur la description de poste. Et là, on est dans la révision de leur description de poste, c'est ce qu'on a fait hier d'ailleurs, par rapport à ça, en voyant qu'il y avait des CV qui auraient dû être pris et on ne leur a pas encore annoncé la nouvelle. Voilà. Ça va rester entre nous. Et en direct sur le net. Je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Blandine, parce que ça met un élément stratégique qui est important dans une démarche en EDI. C'est vraiment la notion d'aller chercher de la donnée. Et la donnée chez Hydro-Québec avec nos systèmes, et on n'est pas les seuls à le faire, de plus en plus d'organisations le font, c'est d'aller analyser selon les critères recherchés, le nombre d'années d'expérience, le diplôme. Donc, c'est des gens qui sont qualifiés que vous pourriez sélectionner en entrevue. Bien, il n'y en a que 5 que vous rencontrez. Donc, à ce moment-là, pour nos gestionnaires qui sont un peu plus cartésiens, parce qu'on est quand même une grosse boîte avec beaucoup d'ingénieurs qui sont peut-être un peu plus cartésiens, sans rentrer dans le stéréotype, mais ça permet justement d'aller chercher cette notion-là et voir où est-ce qu'on retrouve des écarts. Et ce travail-là se fait aussi à travers un engagement qu'Hydro a pris dans son plan stratégique, qui est d'atteindre l'embauche externe de 50 de gens issus des groupes sous-représentés d'ici 2026. Donc, nos groupes d'affaires ont des objectifs fixés à l'interne en fonction de leur contexte. C'est sûr qu'on ne demandera pas à des gens, mettons, des cantons de l'Est d'atteindre une embauche de 50 d'Autochtones quand il y a très peu de communautés en Estrie. Mais ça va être une réalité peut-être un peu plus élevée du côté de la Côte-Nord. Et l'importance n'est pas de voir ça comme étant des quotas, parce que la compétence va toujours demeurer la priorité. Donc, des personnes compétences, et après ça, de se dire, OK, c'est correct si on va dans les groupes sous-représentés. Est-ce que nos groupes atteignent toutes leurs cibles en ce moment? Non. Est-ce qu'ils sont meilleurs et est-ce qu'ils performent plus que l'an passé? Oui. Donc, c'est là au moins qu'on voit des réalisations qui sont positives et qui font évoluer tout ça à travers aussi les programmes d'inclusion que l'on doit s'assurer de mettre en place. Parce que si le milieu n'est pas inclusif et ouvert, c'est certain que ces gens-là qui rentrent vont finir par sortir très rapidement. Et ça aussi, on va l'évaluer. On va regarder qui démissionne après 1 an, 3 ans. Et on le voit, on a une surreprésentation de gens des groupes surreprésentés qui démissionnent. Mais encore, on fait des travaux justement pour aller comprendre cette donnée-là. Alors, ça, c'est un des éléments importants. Sans données, du moins, personnellement, je juge que c'est difficile de pouvoir cheminer et avancer. Puis c'est un peu la même chose dans les plans de développement durable. Si on n'a pas de bilan de gaz à effet de serre, si on n'a pas de bilan de gestion de matières résiduelles, de qualité de l'air, bien, c'est assez difficile de voir comment on peut évoluer positivement dans ce secteur-là. Deuxième point? Non? Vous avez une question, sous-question? Oui. Une petite sous-question. Tu disais, les équipes sont plus performantes dans le sens où elles arrivent à atteindre leur quota EDI ou dans le sens que, en général, étant donné, parce que tu amènes la diversité, tu amènes des forces. Donc, est-ce que vous trouvez les équipes plus efficaces, plus efficientes, étant donné leur diversité? Ça, c'est la question, une des questions qui tue. On pourrait dire, bien, les études, les grands Deloitte de ce monde vont sortir souvent ces études-là. Ça va révéler le fait que d'avoir des gens issus de différentes universités, de différentes écoles de pensée, va amener justement à la confrontation des idées pour justement trouver la meilleure solution à la problématique qu'on essaie de combler. Est-ce qu'au quotidien, ça va se voir tout le temps? Peut-être pas. Mais au bout de la ligne, si on est capable de livrer tout ce qu'on a dit qu'on allait livrer puis qu'on le fait avec succès, je pense que c'est une des réalités qui permet de le combler. Puis ça veut pas dire qu'une équipe qui est homogène en 2023 ne sera pas capable de faire le travail. Parce que le travail de nos gens d'opération, oui, est très masculin, blanc, mais c'est le contexte des gens qui vont étudier dans ce domaine-là. Donc, on a un travail d'attraction dans les programmes d'études, des métiers, des techniques que les gens issus de l'immigration ne vont pas nécessairement parce que les parents qui arrivent ici veulent voir leurs jeunes aller à l'école très longtemps et parce que même on ne valorise pas les métiers et les techniques
Et on voit que l'aspect universitaire sans causer de préjudice aux universités, mais c'est de la main-d'œuvre qui est nécessaire, juste avoir les crises de logement où on a besoin d'ouvriers et d'ouvrières pour relever ces défis-là. Fait que ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi une réalité que les préférences de personnes qui viennent s'installer récemment au Québec préfèrent que leurs jeunes aillent à l'université. Puis sont à l'université, bien, ils ne sont pas en train de faire le DEP ou les études de DEC qu'ils pourraient faire, qu'ils puissent joindre vos monteurs de ligne, par exemple. C'est un très bon exemple, oui. Okay. Parfait. Ça, c'est une première chose. Oui, vas-y. Ouais, je vais juste faire du pouce sur ce que disait Marc. Je pense justement, on regarde ces grandes études. Hein. Je suis contente que tu aies mentionné ça. C'est tout à fait pertinent. Moi, ça me fait peur en tant qu'universitaire quand je regarde ces grandes études. Et puis souvent, ils sont bien sûr cités. Ces études sont bien sûr citées. Elles sont toujours citées. C'est Deloitte, c'est McKinsey. Mais ça ne montre pas la réalité qu'on voit sur le terrain. Et puis, ça ne montre pas la diversité dans la manière dont on fait de l'inclusion ou on permet l'inclusion sur le terrain. Parce que Marc a souligné quelque chose de très intéressant en disant qu'il y avait des groupes sous-représentés. Et des fois, il y a des organisations qui se concentrent davantage sur certains groupes plutôt que d'autres. Pour des raisons stratégiques par rapport à leur marque employeur, on le voit. C'est-à-dire, en ce moment, c'est Black Lives Matter. Ben, focusons dessus. Avant, c'était MeToo, focusons dessus. Parfois, c'est fait en tandem. Parfois, c'est fait parce qu'il y a une crise spécifique, on essaie de s'ajuster, donc on est réactif à la crise. Mais ce qu'on aimerait voir, c'est davantage un peu de la proactivité, mais aussi cette réflexion et qu'elle soit expliquée. C'est-à-dire, ça se peut qu'en ce moment, on se concentre sur un groupe plutôt qu'un autre. Et c'est OK. Et c'est là où, lorsqu'on essaie d'avoir un emploi, il faut qu'on se présente par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'attente des organisations, mais comment peut-être, dans quelle mesure vraiment arrimer ce qu'on peut apporter comme compétences techniques et aussi transversales. Mais il y a peut-être des compétences qu'on ne pourra pas faire valoir ou faire valoriser à un certain moment. Pourquoi? Parce que ça ne concerne peut-être pas le travail direct. Parce qu'à un moment donné, en avant-garde, Marc est un exemple de ça. Il était toujours en avance sur tous ses emplois. Et ça lui a permis aussi d'évoluer. Ça se peut que ça vienne après. Donc, je pense que quand on est en recherche d'emploi, il faut comprendre vraiment les attentes des organisations. Il ne faut pas s'éteindre non plus pour satisfaire ces organisations. C'est un arrimage bidirectionnel. Et je pense que quand on recherche de l'emploi, on a peur de faire que l'organisation parfois aille un peu dans notre direction aussi. Donc, il faut trouver justement cette juste mesure de « il m'apporte quelque chose, mais je peux aussi ». Et puis, dans la mesure du possible. Donc, ce sont des questions à poser peut-être justement en entrevue. Est-ce que c'est une compétence qui est valorisée chez vous, X ou Y? Ça se peut qu'ils vous disent non, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vous dire non, qu'ils ne vous prendront pas non plus, par exemple, pour un certain emploi. Et cet arrimage, elle est en continu. Il est en continu. Il se fait en continu et à bien des égards également et à différents moments selon les besoins de l'entreprise. J'aime beaucoup ça. Donc, le fait de ne plus se voir simplement comme étant évalué par les organisations qu'on voit, mais d'être dans un dialogue qui soit productif, où eux, ils veulent apprendre sur vous, vous voulez apprendre sur eux, et vous avez quelque chose à apporter. Donc, effectivement, ça vaut la peine d'en parler complètement. Là, je veux juste vous mentionner qu'il nous reste comme 4 minutes. Oh my God, ça a passé super vite, puis je suis vraiment désolée d'être arrivée plus tard. Notre horaire du matin était vraiment un peu fou. Est-ce que j'aimerais vous inviter l'un et l'autre? Y a-t-il des choses qui sont importantes que vous nous disiez? Il y avait Marc qui avait quelque chose peut-être à finir. Bien, pour conclure, le message que je peux peut-être vous mentionner, peut-être que vous vous demandez à quel moment, parce que la perfection n'existe pas, mais à quel moment on pense avoir atteint un certain changement dans la culture de son organisation. Le meilleur exemple que je pourrais vous citer, parce que tu as parlé justement de Black Lives Matter, c'est là qu'il faut agir, après ça, MeToo, il faut agir.
ce qui est fabuleux, c'est que c'est plus l'équipe EDI qui a besoin, par exemple, de mentionner dans les différents réseaux d'échange à l'interne que hey, on est de tout cœur avec les gens de la communauté du Moyen-Orient. Si vous avez besoin de parler, le groupe H-Culture existe. Vous pouvez aller chercher les services que vous avez besoin. Et c'est la même chose un peu avec les manifestations qu'il y a eu envers la communauté LGBTQ+, récemment, où la direction a dit le soutien à la communauté n'est pas une journée dans l'année quand c'est le temps de défiler dans la rue. C'est aussi lorsqu'il arrive des situations aussi particulières que les manifs qu'il y a eu. Et Hydro-Québec a été la seule organisation, du moins qu'on a vu dans notre balayage de médias, et la seule qui est sortie publiquement en mentionnant justement qu'on était là de tout cœur avec la communauté, en soutien, et qu'on était là pour les employés. Et ça l'a fait un tollé dans les médias, particulièrement sur X, où les commentaires homophobes, transphobes ont été virulents. Mais c'est une belle démonstration que, comme société d'État, on n'est pas juste une société d'État pour fournir un service. On est un employeur aussi dans un marché compétitif comme tout le monde, et c'est fabuleux de voir une évolution. Puis encore, je le dis, c'est pas parfait, sauf que de voir que les gens viennent à nous pour réaliser des projets et que c'est pas nous qui courons après eux, ben c'est déjà un signe positif qu'on est dans la bonne direction. Wow! Ça ressemble même à une conclusion d'intérêt. Hein? Pour toi? Côté, oui. Oui, super! Y aurait-tu comme un mot de la fin du côté de Blandine à ce moment-là? Peut-être que je me concentrerai davantage sur les départements en gestion des ressources humaines pour terminer. L'EDI, ce n'est pas un accomplissement où on touche la main de l'autre parce qu'on a réussi, on est arrivé avec le V de la victoire et on ouvre la bouteille de champagne avec le maillot jaune. Je m'excuse de mon cynisme, mais je suis assez tannée de voir que les départements RH font de l'EDI une autre case à cocher. On a réussi ou on a fait de l'EDI, justement. C'est une façon de vivre, ce sont des valeurs intrinsèques à qui on est, ce sont des valeurs sociétales, c'est quelque chose qui se fait au quotidien, tous les jours, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut formaliser, donc il faut statuer, il faut écrire des règles, il faut écrire des normes, les poser, faire qu'elles s'appliquent, les revoir, les revisiter, monter des comités s'il le faut, mais des comités qui se révisent aussi et s'auto-questionnent dans la mesure du possible. Et je pense que ce serait ça mon message, c'est d'arrêter de faire de l'EDI un autre KPI. J'adore ce mot, comme vous pouvez imaginer. Key Performance Indicator, donc un indicateur de performance. Absolument. Donc, dans d'autres mots, ce que je comprends, c'est que c'est l'idée de faire de l'inclusion. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de nos organisations. Et même ce que je peux vous dire, c'est que j'en parlais ce matin avec les employeurs qui étaient ici, là, que vous allez rencontrer à différents kiosques. Ça fait partie de l'organisation apprenante. Quand on est apprenant, on est inclusif, puis on est novateur. Donc, ça vaut la peine pour les organisations de se positionner comme ça. Puis ça vaut la peine pour les candidats de présenter toute la couleur, toutes les différences, toute la richesse de votre CV. C'est un petit peu là-dessus que je terminerai notre panel, si ça vous va. Oui, c'est bon. Est-ce que vous restez un petit peu avec nous, donc autour, si jamais il y a des gens qui avaient des Je vais rester 5 minutes et après je cours enseigner. Parfait. Excellent. Nous, à ce moment-ci, c'est pas mal rendu l'heure, donc on va rendre nos micros et puis il va y avoir le nouveau panel qui va s'installer. Je te dis, Marie-Ève, elle nous a arrangé ça, là, sharp. Fait qu'il faut qu'on suive. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute. Merci à vous.